Pour la suite de ces tables rondes, nous allons passer sur un autre domaine qui est celui du design et de sa relation à l'art, j'ai envie de dire. Quand je lis le texte qui présente, ou le design et l'essence de l'exposition, ce que le design fait à l'art, j'ai l'impression qu'il y a un petit sous-entendu. Ou c'est moi qui suis... Peut-être. 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 Bonjour à tous. Je vous remercie d'abord pour l'invitation et pour l'organisation aussi. Merci. Ça fait toujours très plaisir de pouvoir présenter à une aussi large audience une partie de ces travaux en tout cas, et aussi la structure que j'ai le plaisir de diriger depuis quelques temps maintenant, puisque j'ai l'honneur d'être le directeur de l'école d'art de Tours. Alors, vous soulignez effectivement le lien, ce que le design fait à l'art, c'est peut-être que j'ai la particularité de diriger une structure qui n'a pas d'option en design, mais uniquement en art. Pourtant, on s'appelle quand même une ESA, donc une école supérieure en art et en design. Ce que je dis souvent à nos élèves, c'est que nous, au moins, on a la chance de pouvoir vraiment parler d'art, mais là, ce sera engagé un trop long débat. Et puis en plus pas forcément ni intéressant ni pertinent, au moins au regard de la présentation que je veux faire, donc je ne vais pas essayer de scier la branche sur laquelle je suis assis. Et je l'ai pris, cette présentation et cette invitation que m'ont formulé Régine et Jacqueline par le biais de l'exposition, parce que je suis aussi à d'autres endroits critiques d'art et que je pense qu'il y a quand même un assez grand intérêt dans le biais qui peut se faire entre l'exposition, le design d'espace, le design d'intérieur. Parce qu'on évoquait tout à l'heure, monsieur Pierre-Damien Huyghe évoquait la figure de l'Olivier, et je pense que dans l'art comme dans le design, la laideur se vend mal, et que c'est devenu effectivement un grand enjeu, notamment au regard du White Cube et du travail qui a été mené par Brian O'Doherty. Alors, pour commencer, je trouvais ça intéressant de reprendre la formule de la Documenta de 55 à Kassel, une exposition qui a de très nombreux endroits a fait date, et parce qu'elle s'inscrit aussi, et en cela je prolonge le propos de mon prédécesseur, dans une véritable question de politique publique, puisque l'exposition, et je pense que c'est important de le dire tout de suite, est quand même avant tout aussi un grand enjeu de politique publique. La Documenta de 55 à Kassel, il faut imaginer comment se construit cette exposition au Friedrichsmuseum, donc dans un pays très largement dévasté, où effectivement le national-socialisme a complètement tourné le dos aux avant-gardes, avec cette idée aussi qu'il était devenu à un certain endroit impossible de parler véritablement d'art pendant un temps dans le pays. Et l'idée de Arnold Bolt, quand il organise la Documenta de 55, c'est de rompre complètement avec les expositions consacrées à l'art dégénéré, les Antarctic Kunst de 1937, et de voir comment est-ce qu'il est possible j'aime pas ce terme, mais de reconvoquer les avant-gardes pour justement donner une perspective. Alors c'est là où vous êtes en droit de vous demander quel rapport avec la simplicité est-ce qu'il y aurait dans ce projet, dans cette perspective du design. C'est parce qu'elle va donner, d'un point de vue muséographique, cette exposition, des lignes claires, et répondre aussi probablement à la question qui a été celle du labyrinthe des avant-gardes. Plus généralement, la Documenta de 55, c'est aussi un grand projet de réorganisation territoriale, voir comment est-ce qu'il est possible d'accompagner par un programme d'exposition une formule rétrospective sur les avant-gardes avec des pièces qui viennent des quatre coins du monde, et de l'organiser aussi autour d'un jardin qui devait comme ça venir développer dans un palais en ruine. Enfin, il y a quelque chose d'assez magique et presque romantique dans le projet tel qu'il se construisait.
Il se réalisait aussi ce programme de développement territorial autour de la ville de Kassel, en miroir d'un projet qui avait été mené quelques années avant à Milan, au sein du Palazzo Real, qui était pareil, l'idée de refaire union dans le pays, en Italie, autour d'un projet d'exposition qui devait rassembler. Il faut s'imaginer Kassel en fin de phase en milieu de reconstruction, c'est plus de 100 000 personnes qui viennent, double tirage de catalogue, enfin un truc qui ferait envie à n'importe quel directeur de centre d'art ou de structure muséale aujourd'hui, même si on a la chance d'avoir de très grands succès en France du point de vue des expositions, mais on est là sur quelque chose qui parvient pendant un temps à fédérer autour de ce projet, et c'est assez intéressant. Pour voir certaines pièces, alors vu qu'on est à Tours, on va voir tout de suite dans l'image effectivement un très beau mobile d'Alexander Calder, l'homme de la région, qui aussi se construit en écho dans l'exposition avec des pièces de Morandi, Massimo Campilli, Paul Klee. Et c'était l'idée aussi de montrer comment est-ce que justement ces avant-gardes avaient fédéré notamment les pays, mais aussi les créateurs. On le retrouve aussi dans la salle 17, dont je n'ai pas retrouvé d'image, mais avec une très belle pièce de Chirico. Peut-être passer... ah oui, non, alors ça, on y viendra ensuite, mais je crois qu'il y en a une autre après. Voilà. Ouais. C'est l'idée aussi dans cette documenta de construire une ligne un peu, si on veut, dans l'histoire de l'art, un peu ce grand projet qui est Renaissance, Révolution française, structuration européenne, et qui fait aussi encore un peu ligne dans l'imaginaire de l'histoire de l'art et qu'on continue de construire aujourd'hui. Donc quelque chose qui va se produire dans des rapports de clarté, d'élégance et de travaux avec certains absents, malheureusement. Je pense que c'est important aussi de le rappeler ici, parce que l'exposition a été, notamment à certains endroits, très largement critiquée sur l'absence de Magritte et de Duchamp, par exemple, parce qu'il y avait peut-être cette idée de parvenir trop sur une forme de complexité. On y reviendra aussi par la suite. L'autre projet, à l'image d'avant, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Alors j'adore cette image, elle est quand même assez marrante. Il savait s'amuser à l'époque. C'est une pièce de Spoeri dans l'autre exposition que je voulais évoquer, celle de Dilaby au Strategic Museum. J'arrive jamais à dire Strategic, mais c'est pas grave. C'est effectivement une autre exposition historique qu'il me paraissait intéressant de présenter ici, parce que c'est un peu l'antithèse, si on veut, de la documenta. Un projet réalisé extrêmement rapidement, un peu en un éclair, autour de 6 artistes, avec notamment Spoeri, qu'on retrouve ici dans son labyrinthe, Tinguely, et aussi sous la houlette de Sandberg. C'est une exposition qui fait date et qui inspire, qui irrigue, si on veut, l'histoire de l'art, parce que, et ça fera plaisir, j'en suis sûr, à Madame Charvet-Pelot, c'est la première exposition d'upcycling. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée où, en fait, ils ont constitué cette exposition à 95% à partir d'objets récupérés dans une décharge. On est véritablement dans une esthétique du déchet, et qui donne un résultat qui aujourd'hui encore fascine, parce que l'exposition était remplie d'intelligence, un montage qui s'est fait en 3/8 non-stop pendant 3 semaines, et qui est encore aujourd'hui étudié. L'autre point qui m'y intéresse, c'est que comme la documenta, le projet de Sandberg et de Spoeri dans ce montage, c'est de voir justement comment l'exposition peut se faire catalyseur social, comment est-ce que ça peut être une fonction culturelle, quelque chose qui doit être lu. Alors, ce n'est pas le meilleur exemple ici, mais depuis le dehors du musée, en conservant effectivement un fort espace vitré dans l'exposition qui devait permettre d'intriguer l'extérieur et de jouer ce rapport entre intérieur et extérieur si important à la plupart des expositions. Le centre Georges Pompidou en est un bon exemple. L'idée de l'exposition Dilaby, c'est de travailler sur ce qui va être de l'ordre du cinétique, c'est-à-dire en permanence de voir comment le mouvement des œuvres, le mouvement et la participation des spectateurs à l'exposition elle-même est intéressante, avec un jeu de poulies. Et là, on le voit aussi, c'en est un exemple, donc dans cette perte de sens qu'il peut y avoir, puisqu'on rentre dans une exposition complètement renversée.
Et là, à l'inverse de la Documenta, on est effectivement dans ce qui va être radicalement le labyrinthe. La pièce de Spoeri s'appelle elle-même le labyrinthe. Donc on n'est plus du tout dans le simple, mais bien dans le complexe. Peut-être pour avancer sur les images suivantes. Ah oui, alors voilà, il y a aussi cette pièce géniale qu'ils avaient réalisée, un simple ventilateur et des ballons. Et en fait, effectivement, au terme d'un tunnel comme ça, on pouvait rentrer dans une pièce remplie de ballons qui virevoltaient de manière assez simple, mais ça marche très bien. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez eu la chance de la voir, un miroir de l'exposition Dynamo qui avait eu autour de l'Op Art au Palais de Tokyo, je crois que c'était en 2010. Et merci. Oui, alors voilà, le rotorelief de Marcel Duchamp, notamment absent de l'expo de la Documenta. Je trouvais que ça faisait très design, alors c'est pour ça que j'ai mis. C'est peut-être un peu basique comme lecture, désolé. Voilà. Et enfin la dernière, alors on voit aussi l'évolution dans la qualité des images en fonction des années. Là, on passe sur un écran plus gros, puisque on est sur cette exposition forme simple au centre Pompidou de Metz. C'était un peu littéral, mais dans cette idée de la simplicité, je me suis quand même demandé assez largement est-ce qu'il y a quelque chose de simple, alors qu'on dit que l'art c'est toujours très complexe, surtout l'art contemporain. Et alors moi j'ai jamais trop pensé ça, mais bon, ça veut dire penser par ailleurs, par autrui, pour essayer de répondre, c'est compliqué aussi. Donc j'ai repris effectivement cette très belle exposition organisée par Jean Deloisy au centre Pompidou-Metz, et qui a été aussi un grand succès et une très belle expo, parce que on y revient, la question de la simplicité apporte toujours une espèce de forme de beauté dans l'épure, et qui partait en propos liminaire de cette question que pose Marcel Duchamp justement sur un tarmac à Fernand-Léger, alors qu'il va rentrer dans un avion et qu'il voit l'hélice, et qui dit, mais moi franchement, quand je regarde cette hélice d'avion avec cette courbe, je me dis que j'arriverai plus jamais à faire une œuvre d'art intéressante. Il faudrait que je parvienne à faire cela. Et donc c'est ce propos qui avait permis de rapporter de la simplicité dans le travail de Duchamp, merci, dans voilà, la citation qui était utilisée. Donc, j'arrive au terme de cette déjà trop longue présentation, mais l'idée, c'est, on le voit, de trouver comment est-ce que peuvent se répondre à la fois cette espèce de labyrinthe qui peut devenir parfois celui de l'exposition, le labyrinthe des explications. On le voit aussi avec le flux de parole. Et l'idée de trouver dans ce dédale, si vous allez voir l'exposition pour le centenaire du surréalisme au centre Georges Pompidou, on le voit, comment c'est une exposition qui était vraiment sous le signe de Dédale et justement d'un fil d'Ariane à trouver, et en même temps celui de cette ligne assez claire que l'on peut trouver dans des expositions à l'image du projet de Deloisy ou encore de la Documenta. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Léo Guy de Marcy.